On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur la plupart des sites de partage de vidéos, sur Clubic une semaine sur deux, sur electronlibre.info, sur le magazine, le CD-ROM du magazine iCreate et sur l'application iPhone On refait le Mac. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Cette semaine, on va parler un petit peu du côté obscur de la force. Tout de suite, c'est le sommaire. Cette semaine, On refait le Mac s'intéresse à Windows Phone et à Nokia. En marge de la sortie de la version 7.5 de l'OS mobile de Microsoft, mais aussi du Lumia 800, le premier smartphone sous Windows Phone du géant finlandais, quelles sont les chances de Microsoft et de Nokia de rattraper leur retard sur Apple? Débat. On refait le Mac, épisode 79. Windows Phone, Nokia, la contre-attaque. Avec cette semaine, autour de cette mosaïque numérique, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, comment ça va? Mais qui êtes-vous? Je ne reconnais pas cet éphèbe. Mais qui êtes-vous, monsieur? mais qui êtes-vous? C'est Cédric Ingrand? Mais il est méconnaissable. Ouais, c'est Cédric Ingrand qui court, hein, c'est tout. Ah, c'est fabuleux. Ah, bah, dites-moi à la fin de l'année, vous allez peser 2 grammes. Ça va être énorme. C'est le cas de le dire. Autre invité qu'on retrouve de temps en temps et qui nous a la gentillesse de nous accueillir tous les 15 jours sur son site, c'est monsieur Julien Gay, rédacteur en chef de Clubic. Bonjour Julien. Bonsoir Olivier. Comment ça va? Mais très bien toi Olivier. Tu as bien révisé? On va parler un peu de Microsoft ce soir. Ah mais Microsoft, je n'ai pas besoin de réviser pour connaître le sujet sur le bout des doigts. Il paraît. Autre chroniqueur, monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour monsieur X. Je suis bien content d'être à visage masqué ce soir parce que j'ai une tête de chiou, comme on dit dans ma campagne. C'est ça, c'est les oreilles qui font la tête de chou. Parce que même avec le cryptage, on les voit. Et dernier chroniqueur, c'est Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Non, bonsoir, il est 22h54. Oui, mais les gens nous regardent à n'importe quelle heure, donc on peut dire bonjour. Voilà. Bonsoir. Puis c'est tout. Voilà, ça va bien Rodrigo? La patata. La patata. Non, presque la patata. Là, j'en suis à 13 jours de rhume. J'en sors presque. Avant d'en rentrer dans le vif du sujet, de parler de Microsoft, de Windows Phone et du retour de Nokia, on va un petit peu s'intéresser à l'actualité 100% Apple. Il n'y a eu pas beaucoup d'annonces fracassantes cette semaine, mais il y a eu quand même quelques petites pépites. À commencer par Apple qui a arrosé en action ses dirigeants. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, messieurs. 150 000 droits d'attribution d'actions gratuites, bien sûr, sous condition. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Apple aurait-il peur de perdre ses actionnaires, actuels actionnaires, forcément, dirigeants? Qui veut prendre la parole? Tiens, Rodrigo. Ouais, ils leur ont donné au SVP. Alors c'est marrant parce que le communiqué disait sauf Johnny Ive qui est SVP mais qui n'est pas directeur au sens de la définition de la SEC, etc. 60 millions de dollars chacun en actions. Ça va. Ouais, mais qui sont libérables dans une modalité un peu bizarre. Alors, je dis de tête, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'était 50% sous 2 ans, 2013. C'est ça. Et 50% sous 3 ans supplémentaires. 5 ans. Donc 5 ans. Ouais, non, mais ça ne reste pas de manière 2016. linéaire, c'est un vesting un peu bizarre. Mais voilà, s'il reste 5 ans dans la boîte, donc les Scott Forstall et tout ça, les Bob Phil Mansfield, Schiller, Peter Oppenheimer, Phil Schiller, Bruce Sewell et Jeff Williams. ils ont 60 millions de patates. Et si le cours continue à monter, c'est ça ce que ça veut dire. Évidemment, ça fera encore plus. Alors, et la réponse à ta question, est-ce qu'ils ont peur que les mecs se cassent ailleurs, diriger une autre boîte par exemple, genre JCPenney? Absolutely. Non, mais c'est peut-être tout simplement une sorte de signe que Tim Cook utilise pour, enfin tu vois, il envoie un signal à ses lieutenants pour dire voilà, vous étiez là avant, mais enfin il était déjà CEO donc c'est un peu compliqué, mais c'est bien vous que j'ai choisi et voilà. Il y a peut-être un peu souvenez-vous les papiers qu'il y a eu dans Business Week encore très récemment où on parlait un peu des tiraillements qu'il y avait entre dans l'encadrement d'Apple sur tous ces gens, surtout autour de Scott Forstall bizarrement qui est le
patron de iOS, où tous les autres, en gros, voulaient pas lui parler parce que le digne il héritier de Steve Jobs, en clair. parce qu'il a l'air trop vilain. Ouais. Enfin, surtout, oui, c'est pas tellement le digne héritier, c'est le mec qui croit qu'il est le digne héritier, ce qui doit être assez casse-pied. Et Bob Mansfield, qui est le patron de la fabrication, et d'autres aussi, d'ailleurs Johnny Ive aussi, disent nous on fait pas de meeting avec Scott Forstall si Tim Cook est pas là pour arbitrer, ce qui témoigne quand même d'un tout petit déficit d'ambiance. Donc je pense que Tim Cook a peut-être envie d'envoyer un signal, et puis ça va, les comptes vont tellement bien que distribuer un peu d'actions au management, voilà. La vraie question qui se pose pour l'avenir, et pour conclure sur le thème des actions et du board d'Apple, c'est de savoir si le conseil d'administration va décider oui ou non, et Tim Cook va décider oui ou non, s'il va attribuer des, comme dit-on, aux actionnaires. Des dividendes? Non. Des Dividendes. Mais non, ils sont contre. Non. Et là, ce serait une vraie rupture avec Steve Jobs. Ouais, mais Microsoft, on en a déjà parlé, hein, mais Microsoft l'a pas fait pendant 30 ans non plus, de distribuer des dividendes. Fiscalement, c'est pas très avantageux, il vaut mieux racheter des actions. Enfin bon, c'est un débat technique. Bien. Dernier temps fort de l'actu cette semaine, c'est le procès qu'a entamé Motorola envers le procès. Oui, envers Apple, qui a conduit à l'interdiction de la vente de l'iPhone, du moins en Allemagne. Alors messieurs, on comprend aujourd'hui pourquoi Google a racheté Motorola. Ah bah c'était clair. Bah, je veux dire, là il y a no contest, on savait qu'ils rachetaient Motorola pour les mobiles, mais pas que, mais surtout mobile, pour l'incroyable catalogue de brevets de Motorola qui tient tant aux dernières générations de mobiles et à plein de choses sur les interfaces et machin, et puis surtout à des brevets qui sont quasiment des brevets fondamentaux de la téléphonie mobile. Donc c'est une position défensive, c'est pour ça qu'ils ont payé si cher. Ouais, tout normal. Julien, Monsieur X, est-ce que c'est pas un peu dommage qu'aujourd'hui, dans le secteur des nouvelles technologies, cette guerre de brevets fait que finalement ça devient un véritable frein à l'innovation? Vous ne trouvez pas? Oui, c'est peut-être un frein à l'innovation, je suis d'accord avec toi. Bon, et quoi que ça, c'est un débat à l'infini, parce que ça dépend de quel côté de la barrière tu te places, évidemment. Mais moi, je peux comprendre que tout le monde soit très très nerveux. On a quand même vu tous ensemble, dans les 5 dernières années, des bouleversements sur lesquels ni les uns ni les autres, là, les 5 qu'on est, on aurait parié le début du commencement du quart de notre chemise. Nokia... Regarde Groupon, pardon. Mais tu as raison. Pomme Z. Mais dans le secteur qui nous intéresse ce soir, Nokia, numéro 1 des ventes de téléphones et de smartphones, était partout, vendait 400 millions de combinés. Où ils sont, Nokia? Ils attendent que Microsoft les rachète définitivement. Ça, c'est une première chose. Et donc, il y a des changements de paysage complets. On pourrait revenir les 10 dernières années sur Sony. On prend le marché du jeu. Nintendo vient d'annoncer une baisse de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre de 40%. Donc c'est pas une baisse, ça s'écroule. Donc vous êtes capable, sur des sociétés qui sont leaders sur leur marché au niveau mondial, avec ce qui se passe sur la téléphonie mobile, de changer totalement de paysage en 3 ans. Donc tout le monde est hyper nerveux et tout le monde blinde ses positions avec des brevets. C'est juste normal, je sais pas, d'un point de vue de l'innovation, mais tout à fait compréhensible. Alors là, moi, je rebondirais là-dessus. Pour conclure, Julien. Rapidement, je ne parlerai pas du frein à l'innovation. Je dirais que simplement, en déplaçant le sujet du terrain finalement de la concurrence au terrain judiciaire, Apple a ouvert la boîte de Pandore, selon moi. Et donc, dans certaines juridictions et dans certaines affaires, ils auront raison, et dans d'autres affaires, ils vont perdre. Et à mon sens, le process qu'ils ont démarré peut leur coûter très cher sur certains marchés ou dans certains cas. Je pense pas que ça soit le choix le plus judicieux qu'ils aient fait, en tout cas. Oui, c'était Bill Gates dans les années 80, lorsque Steve Jobs reprochait justement à Microsoft d'avoir pompé Windows les icônes et macOS. Et les icônes, il disait, mais Bill Gates avait l'habitude de dire, ou aurait dit à Steve Jobs, c'est pas parce qu'il y a un volant dans toutes les voitures que les autres n'ont pas le droit de conduire, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Il y a un principe de base qui a été inventé, on peut pas tout évidemment breveter. Revenons au cœur. J'ai un chiffre à donner parce que je vous en parle souvent et là j'ai le chiffre. C'est pour rebondir sur Monsieur X. Apple, en 5 ans, a pris 4,7% du marché mondial des smartphones. C'est tout petit, qui représente 52% des profits. Merci Rodrigo. Mais oui, mais voilà. Ouais. Ça fait mal. C'est énorme, c'est énorme. Alors justement, habile transition, la concurrence s'organise. On a beaucoup parlé de Google et d'Android notamment. Cette semaine, on va plutôt s'intéresser à Microsoft et qui a lancé récemment Windows 7.5, la dernière version de Windows Phone.
alias Mango. Julien, tu as publié un long papier sur Clubic cette semaine au sujet du iOS mobile. Surprenant. Surprenant. On n'attendait pas Julien sur ce sujet-là, curieusement. Ouais, c'est pour ça qu'il on l'attendait pas aussi en retard, surtout, c'est ça. Ouais. Non, mais il faut du temps pour tester. Alors, ce qui est frappant, mais ça on le savait déjà, mais c'est que déjà pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les épisodes précédents et rappelé Windows Phone, qu'est-ce que c'est vraiment une interface qui est radicalement différente de la présentation en forme de grille de ce qui se fait aussi bien du côté de l'iPhone ou d'Android, et ça c'est plutôt courageux de la part de Microsoft, Julien. Ah mais totalement, enfin l'interface métro qui est au cœur de Windows Phone 7.5, c'est quelque chose de disruptif, c'est quelque chose qui est exclusif à Microsoft, c'est quelque chose d'agréable à utiliser au quotidien, parfois trop épuré, certains... Très élégant. Hein. Ouais, c'est élégant, maintenant ça plaît pas, en tout cas une chose est sûre, c'est que sur l'interface graphique de Windows Phone 7.5, ils ont réussi à être totalement originaux et à ne pas ressortir une énième copie finalement d'iOS. Donc ça c'est un très bon point pour Microsoft qui était déjà sur la première version de Windows Phone 7 d'ailleurs. Alors cette version 7.5, quelles sont véritablement les avancées les plus marquantes? Tu avais été assez sévère la dernière fois que tu es intervenu dans ce podcast sur le sujet de Windows Phone. Tout à fait, j'étais sévère ouais, sur les dernières interventions au sujet de la politique de suivi et de mise à jour de Windows Phone dans ses premières versions, puisque Microsoft a pas mal eu de soucis de ce côté-là. Sur Mango, Windows Phone 7.5, les améliorations elles sont multiples. C'est pas une révolution par rapport à Windows Phone 7, c'est vraiment une amélioration. C'est un petit peu ce que Windows 7 était à Windows Vista, si on peut faire une comparaison. Il y a l'arrivée du multitâche, une meilleure intégration des services Facebook, des réseaux sociaux Twitter, il y a LinkedIn qui fait son apparition. Il y a un ensemble, il y a des centaines de nouveautés fonctionnelles. C'est compliqué de toutes les détailler, mais c'est vraiment des améliorations qu'on ressent au quotidien. Quand tu parlais justement d'une interface radicalement différente, c'est présenté sous forme de tuiles. Tout à fait, des tuiles dynamiques. Ce qui est important, c'est qu'elles sont dynamiques parce qu'elles remplacent tout le système de notifications qu'on peut avoir sur Android ou maintenant sur iOS. La tuile se met à jour dynamiquement pour te donner des informations sur effectivement l'arrivée de nouveaux emails, les dernières activités de tes contacts sur les réseaux sociaux, leurs photos. Donc c'est une interface qui est vivante. C'est assez frappant et c'est assez agréable au quotidien. Donc c'était vraiment ça faisait quoi? Ça faisait un an que Windows Phone 7 était sorti? Oui, octobre dernier, oui. Il y a un système de reconnaissance vocale également. Est-ce que c'est comparable à Siri ou pas? Ah non, là il y a il y a un système de reconnaissance vocale qui est intégré, qui n'a pas du tout la contextualisation de Siri, qui fonctionne assez mal. Faut le reconnaître que au quotidien, il comprend bien moins que Siri ce que tu es en train de lui dire. L'intégration au système de la reconnaissance vocale dans Windows Phone n'a rien de comparable avec Siri, puisqu'elle est disponible, la reconnaissance vocale, que pour le moteur de recherche, Bing, par défaut, qu'on ne peut pas changer, et qui va être disponible uniquement lors de la rédaction de SMS, n'est donc pas disponible non plus quand tu veux écrire un email. Donc, et quant à son efficacité, elle est mauvaise. Faut être clair, il y a du progrès à faire et il n'y a pas du tout l'intelligence de Siri, c'est-à-dire que quel temps fait-il, tu vas pas comprendre, enfin Windows Phone ne va pas comprendre, il va pas te donner la réponse et tout ce qu'il te fait c'est systématiquement te rediriger sur Bing, ce qui est un petit peu énervant et très en deçà de ce que fait Siri en fait. Donc Windows Phone 7 et 7.5 aujourd'hui, donc c'est véritablement une nouvelle direction, une nouvelle impulsion que donne Microsoft pour l'avenir. Il y aura Windows 8 qui va arriver dans quelques mois, on va en parler. Sachant qu'à un moment donné, il y avait différents choix, différents virages qui se présentaient pour Microsoft, Cédric. Et l'un des virages qui aurait pu être très important et que n'a pas réalisé la firme de Redmond, c'est la tablette. Et la tablette, c'était Courir, c'est bien ça, Cédric? En fait, c'était il y a 2 ans maintenant, quelque chose comme ça. Quasiment en même temps que le lancement de l'iPad, quoi. Un peu avant, en fait. Juste avant, où on s'est mis on a vu apparaître, et c'est amusant rétrospectivement d'imaginer comment ça s'est passé d'ailleurs, ces images d'un truc qui aurait été une tablette à 2 écrans, qu'on ouvrirait comme un livre, et surtout avec une interface
d'enfer, un truc qu'on n'avait jamais vu nulle part. Ça ressemblait pas du tout ni à iOS ni à l'Android de l'époque. Pas, hein, on est bien. Et là, ouais, enfin, on pressentait l'iPad et on pressentait qu'il ressemblerait à l'iPhone, donc on était quand même pas loin de la vérité. Mais avec une interface vraiment d'enfer, avec du drag-drop, de trucs, déjà cette espèce de système de tuiles. Et il y a un excellent papier de CNET cette semaine qui s'appelle The Inside Story of How Microsoft Killed the Courier Tablet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette tablette, elle avait été, comment Microsoft a tué la tablette courrier, parce que c'était le nom de code de la tablette. Et en fait, l'histoire, c'est que cette tablette, elle avait été conçue par les gens de la division grand public, les gens qui font la Xbox, etc., etc. Et que ça a mené à une sorte de guerre interne chez Microsoft face à la division Windows, qui est quand même la division toute puissante chez Microsoft, et qu'au bout du compte, c'est la division Windows qui a gagné, parce qu'évidemment, l'argument, ça a été de dire, attendez, si ça, c'est le futur de la compagnie, si c'est le futur de Microsoft, alors le futur, il passe par Windows, donc il faut que ce soit Windows, et pas cette espèce... Souvenez-vous, le petit téléphone, Julien connaît ça par cœur, mais le petit téléphone qui était sorti quasiment en même temps, qui s'appelait je sais plus comment, qui lui aussi avait une interface... Le Kin, ce truc qui a été retiré du marché, mais alors... moins de 45 jours. Avec des tirs lacets, quoi, genre... Voilà, en moins de 40 jours, on s'est dit pourquoi ? C'est un échec ? Non, c'était même pas. Enfin, ils en étaient même pas à se demander si c'était un échec ou pas. C'est juste que c'était pas Windows à l'intérieur et donc c'était impensable. Et tous les gens, Steven Sinofsky, le patron de la division Windows, voyait ça comme un quasi coup d'État à l'intérieur de Microsoft. Et d'ailleurs, les gens qui étaient à la tête de la division grand public sont partis tous depuis. Oui, je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils soient partis tant pour l'échec. Non, mais ouais. Voilà, mais... Donc oui, bien sûr, mais ça n'a pas aidé. Qui c'était donc James Allard, qui était l'un des papas de, et Robbie Ball, de la Xbox, notamment. Les deux papas de la Xbox et évidemment de Kinect, qui évidemment fort de tous ces succès-là, bon, Kinect n'était pas sorti, se sont dit bon, allez, on passe à la suite et on passe à du plus sérieux. Je rebondis sur 2 points de l'histoire qui nous est rapportée par CNET. Le premier, c'est que l'histoire dit que Steve Ballmer a dû en appeler à Bill Gates pour que Bill Gates soit capable de choisir si oui ou non l'avenir de la tablette chez Microsoft devait passer soit par ce projet totalement nouveau qui était effectivement courrier, soit par la division Windows. Et ça déjà c'est un truc qui est assez intéressant parce que si c'est avéré, ça montre quand même que le côté visionnaire de Steve Ballmer, il est pas super bon. T'avais besoin d'être convaincu sur ce point-là. Non, mais s'il devait prendre un pari s'il devait prendre un pari sur le futur de l'entreprise, c'était quand même un peu logique qu'il appelle Bill Gates, quoi. Ouais. Oui, je suis pas sûr qu'il ait toujours fait ainsi. Cela étant dit, il y a un autre point sur lequel je veux rebondir, toujours lié à cette histoire, c'est que Bill Gates a vu ce prototype de courrier présenté par Allard et compagnie, et il a posé une question. Alors comment je fais pour lire mes emails ? Et là, l'histoire dit, Allard a répondu, ah mais c'est pas fait pour faire des emails parce que t'as déjà un smartphone. Et donc c'est là que tout a vacillé et que Bill Gates a dit non, c'est pas possible. Et là, si l'histoire est vraie, non seulement Bill Gates a raison, et il y a un autre fabricant qui est canadien, il s'appelle RIM, il a fait ça avec une certaine tablette, d'une certaine marque en BlackBerry, et on peut pas dire qu'il en ait vendu beaucoup de ces tablettes. Non, au jour d'aujourd'hui, non, tu as bien raison. Donc, je termine, je suis pas sûr, il y a la facilitation, on veut dire qu'il y a une guerre de division chez Microsoft, ce qui n'est pas nouveau, il y a des guerres intestines chez Microsoft en permanence, mais je suis pas sûr que ça soit pour favoriser Exchange et Outlook que Bill Gates a pris cette décision, que pour dire que finalement une tablette, il y a un usage de base, c'est consulter ses emails. Si elle répond pas à cet usage, que ce soit Exchange, Outlook ou n'importe quel autre client mail, elle répondra pas aux besoins du client final, quoi. En tout cas, ce choix est lourd de conséquences. Il est encore trop tôt pour dire s'il sera, c'est un bon ou un mauvais choix, parce que à partir du moment où ils ont fait ce choix-là, Microsoft a du retard sur le marché des tablettes et il n'est toujours pas présent. Non, et d'autant plus que cette décision qui a été prise, on annule le courrier et on va se concentrer finalement sur Windows 8, parce que c'est ça que Sinofsky a gagné, c'est que Sinofsky, donc le président de la division Windows, a remporté que Microsoft mette tous ses moyens dans le développement d'une version de Windows qui fonctionne à la fois sur les PC, sur les portables, sur les tablettes, mais pas sur les smartphones. Parce qu'on a quand même 2 versions de Windows en parallèle. On a Windows Phone pour les smartphones, et on a Windows 8 qui va arriver et qui va se destiner aux tablettes. Et là, entre les deux, Microsoft n'a toujours pas tranché, et vraisemblablement Windows Phone 8
On ne sait pas bien, on n'a pas d'informations pour l'instant sur la nature de Windows Phone 8. Pour revenir au sujet de départ, à savoir Windows Phone 7.5, Microsoft a du retard sur le marché du smartphone. Ils sont repartis de zéro, d'une feuille blanche avec Windows Phone 7. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Quelles sont les lacunes, Julien, de système d'exploitation, toi qui l'utilises, pour être au niveau, je dirais, d'un iOS ou d'un Android? Alors, je vais vous surprendre. Je pense que les progrès qui ont été accomplis dans la version 7.5 font qu'aujourd'hui, un terminal sous Mango est utilisable au quotidien et n'a pas à rougir d'un iPhone. Et je vous invite sincèrement à l'utiliser au quotidien parce que c'est vraiment plaisant et il y a vraiment un ensemble de fonctionnalités qui répond aux demandes quotidiennes. Alors après, il y a des points d'amélioration, il y a des choix qui ont été faits de tout mélanger, c'est-à-dire de mélanger tous tes contacts en provenance des différents réseaux sociaux, en provenance de ton Windows Live, de ton Facebook, de ton Twitter, de ton LinkedIn, qui font que finalement, tu n'arrives plus à discerner ce qui est de la vie privée de la vie professionnelle sur un Windows Phone, sauf à passer des heures à configurer l'appareil, à trier tes contacts, etc. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel Microsoft pourra apporter des améliorations à l'avenir. Après, il n'y a pas de fonctionnalité clé qui manque au point de dire aujourd'hui non, n'achetez pas un Windows Phone parce que c'est vraiment trop en dessous de la concurrence. Pour conclure, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est l'écosystème, c'est le nombre d'applications qui est beaucoup moins important que celui de l'App Store. Bien sûr. On parle de quelques, je ne veux pas dire de bêtises, mais quelque chose comme 20 000 applications. Oui, 20 000, 30 000, je n'ai plus le nombre exact. Mais du côté de Microsoft et près de 500 000 du côté d'iOS. Bien sûr, mais c'est totalement oui. Il faut voir que Microsoft a dans sa poche les développeurs parce qu'il fournit des outils de développement qui sont tellement plus aisés. Parce qu'il paye. Non, oui, ça c'est. Non, mais c'est facile, Olivier, c'est facile. Non. J'aimerais bien qu'Apple paye aussi un petit peu, mais passons. Vas-y. Non, mais les outils de développement mis à disposition des développeurs par Microsoft sont faciles à utiliser et sont nettement moins contraignants qu'apprendre le Cocoa. Je suis désolé. Oui, bien donc, sûr. Donc clairement, Microsoft peut avoir très très rapidement, et d'ailleurs dans les premiers mois de disponibilité du premier Windows Phone, ils ont fait état d'une progression du nombre d'apps qui était assez spectaculaire, et à l'avenir ça devrait, enfin j'ai pas de souci sur le fait que l'environnement logiciel et applicatif s'enrichissent considérablement. Aujourd'hui d'ailleurs il a été annoncé la version Windows Phone de Spotify, donc ça se met en place, ça viendra. Justement, je voulais poser une question, parce que moi je suis bête, moi, je suis comme un consommateur normal. Et au moment de choisir je sens qu'il va être au moment de choisir mon téléphone, je vais avoir, allez au pif, 5 vétos. Alors, est-ce qu'il y a Spotify mobile sur ton Windows Phone? Oui, depuis aujourd'hui. Cool. Est-ce qu'il y a Runkeeper sur ton Windows Phone? Non. Est-ce qu'il y a Shazam sur ton Windows Phone? Mais tu n'as pas besoin de Shazam car tu as Bing Music qui fait exactement la même chose. Hello. Non, mais ça existe, Shazam. Est-ce qu'il y a Runkeeper? Je demandais. Est-ce qu'il y a Instagram? Non. Je saurais pas te dire. Il y a Instagram nulle part, c'est inexplicable. Non mais après genre un veto sur Instagram. Est-ce qu'il y a Evernote? Oui, ensuite. Bonne question, attends, je peux Je crois bien. Voilà, moi j'utilise mes applis, tu vois, s'il n'y a pas mes applis, j'en veux pas. Bien sûr. Ouais, sur Instagram, qui est une application sur iOS, je ne comprends pas, mais je crois qu'on a déjà eu cette discussion, qu'Instagram n'existe pas sur d'autres systèmes, parce qu'ils se mettent à la merci du fait d'une mise à jour d'iOS où tout à coup, regarde, il y a un super truc de sharing de photos, tiens, allez vous faire foutre, et tout à coup, ils seront morts, ils n'auront même pas le reste un bout de reste d'écosystème sur lequel s'appuyer. En plus de Bing Music, tu as Shazam, tu as Evernote qui sont disponibles sur un Windows Phone. Oh, il est trop fort. Alors, et il y a Runkeeper? Écoutez, messieurs. Oui, non, il n'y a pas de ça, amusant. Il faut conclure, messieurs. Ce qui est amusant, en vous écoutant, c'est quand même, pour le vieux utilisateur de Mac que je suis, c'est de s'apercevoir que vraiment je dirais, les valeurs sont complètement inversées ces dernières années où finalement, ceux qui utilisent Windows Phone, qui étaient les pros Microsoft et qui dominaient le marché du PC, on utilise le dialogue qu'avaient les utilisateurs de Mac à l'époque, qui étaient vraiment minoritaires, en disant mais regardez, on a peut-être une interface qui est plus jolie, qui est plus conviviale que la vôtre, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la Logitech. Et les gens de PC regardaient le Mac, et ça a l'air pas mal, c'est joli, mais est-ce que j'ai mes applications? C'est exactement inversé, c'est fou quand même, qu'en l'espace de quelques années, il y ait tel virage. Il y a un détail important. Moi, j'ai rencontré hier un développeur d'applications mobiles, qui sera mon coup de cœur de la semaine, donc je vous en ferai ça tout à l'heure, et qui développe, qui a commencé par iOS, puis qui a fait Android, et là qui fait Windows Phone 7. Et le directeur technique, ça dit iOS c'est pas mal, Android
ça a des côtés chiants et compliqués parce que les résolutions d'écran, les machins, etc. qui changent, etc. Mais en même temps, il y en a tellement maintenant que bon, faut y aller et puis ça s'est énormément amélioré. Mais il dit quand même, de loin, développer pour Windows Phone 7, c'est d'enfer. Le système de développement est magnifique, toutes les specs sont cohérentes entre les différents smartphones. Il dit c'est vraiment un plaisir et on sait depuis longtemps qu'évidemment Microsoft ils savent bien traiter leurs développeurs. Hein. Il y a pas, c'est une discipline chez eux qui existe depuis le début. Donc je pense que sur la Logitech ils vont se rattraper. Il y a combien de développeurs PC dans le monde, Julien ? Ouh, alors là, je saurais pas te dire comme ça, mais j'ai quand même un 6 millions, je crois, 6 millions. Pas la même chose il y a 2 ans sur le Bada. On va conclure. Non, parce que Bada, ça existait, il n'y avait pas d'écosystème, il fallait le créer. Monsieur X qui a rien dit, on conclut. Monsieur X. Je pense qu'aussi Microsoft a un autre vrai avantage de poids, c'est que Microsoft a toujours su faire des partenariats, même si ces partenariats ils étaient à son avantage, c'est-à-dire que Microsoft faisait des clés de bras par exemple aux fabricants de PC pour leur faire acheter Windows et pas mettre Linux, mais ils ont cette culture de business. Ils ont un écosystème industriel, on l'a vu le rapprochement avec Nokia, et puis ils ont un écosystème, on va dire, vraiment d'affaires avec les opérateurs. Et puis ils ont de l'argent aussi. Donc quand ils vont être vraiment prêts, et on va le voir à Noël, il reste encore un petit peu de temps, je pense qu'ils vont travailler avec les opérateurs un peu partout pour faire des téléphones avec Mango, des produits faciles à vendre pour ces opérateurs, intéressants en termes de marge. Je vous rappelle qu'Apple donne quelques points comme ça de marge aux opérateurs pour qu'ils puissent vendre leur magnifique iPhone. Donc Microsoft va faire un meilleur job avec les opérateurs, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits, qu'ils soient en dur, qu'ils soient virtuels. Et les opérateurs devraient pousser ces téléphones, surtout si, comme le dit Julien, ils sont à un niveau d'un point de vue fonctionnel. Et, pour finir, c'est vrai que c'est un problème si on essaye de convaincre Rodrigo de switcher d'iPhone à Mango, mais je pense que Microsoft visera les gens qui achèteront par exemple un smartphone pour la première fois. Aujourd'hui, il y a encore plus de gens qui achètent un téléphone normal qu'un smartphone. Avec Nokia, il suffit de viser cette population. Microsoft est une marque rassurante que les gens connaissent, poussée par les opérateurs. Microsoft, c'est rassurant. Windows, je ne sais pas si c'est rassurant. Alors, ça devrait marcher. Moi, je pense que ça devrait marcher. Parce qu'ils savent téléphone qui reboot tout le temps, c'est cool. Habile transition, Monsieur X, de Nokia. Justement, on va en parler. Hein. Nokia, qui était l'un des inventeurs du smartphone, qui n'était pas forcément très présent sur ce marché-là en termes de part de marché leader. Ça reste encore le plus gros vendeur de téléphones mobiles, pas de smartphones. Et Nokia a décidé l'année dernière d'abandonner son propre système d'exploitation pour se lancer à corps perdu. Enfin, il continue sur cette exploitation, mais sur le haut de gamme, pour se lancer à corps perdu sur Windows Phone 7. Et ça a donné quoi ? Ça a donné le Lumia 800, messieurs, qui sort qui sort là maintenant. Qu'est-ce que vous en avez pensé, notamment du design, Cédric ? Écoute, moi je le trouve réussi. Évidemment, hein, c'est la copie du. Attends, c'est Flute M9. Voilà, le N9 sous Migo, Cédric. Le N9, voilà, sous Migo. C'est pas la copie, c'est le même hardware, en tout cas pour l'essentiel. Dans les grandes lignes. Montrer la caméra, Julien ? Ouais, il est là. Voilà. Alors de profil, on voit, hein, il est assez épuré. Vas-y, montre-le un petit peu de profil. Voilà. Ouais, d'accord. Donc il est effectivement super fin, une qualité de finition assez exceptionnelle. Un appareil photo 8 millions de pixels, hein, ouais, comme le Galaxy S2 ça doit être ça à peu près, avec une optique Zeiss, c'est pas rien. Il est léger, 33,7 pouces, hein, très réactif. Plus grand que l'iPhone. Oui, légèrement, mais honnêtement, enfin, pour l'instant, ce que j'ai vu du Lumia 800 de Nokia, c'est du tout bon d'un bout à l'autre, très honnêtement. Donc le fait que Nokia, qui est encore le numéro mondial des ventes de mobiles dans le monde, choisisse Microsoft, c'est quand même un allié de poids. Il aura un régime particulier par rapport aux autres. Mais bien sûr, il l'a déjà. Il a pesé sur Microsoft sur un ensemble de décisions. Microsoft a changé les specs plus ou moins en catimini sur certains points de Windows Phone pour accommoder Nokia. Nokia a eu l'autorisation de préloader ses propres applications sur les téléphones Nokia Maps notamment. Oui, Nokia Maps, qui va remplacer Bing Maps ou qui va le compléter. Nokia va devenir Nokia Drive. Nokia a même son propre store pour la musique, c'est-à-dire qu'ils ont un store redondant finalement avec le Zune Marketplace qui est Nokia Music. Donc oui, bien sûr que Nokia a un passe-droit, et d'ailleurs je ne sais pas tant si c'est Nokia qui a choisi Microsoft ou si c'est Microsoft qui a choisi Nokia.
Ça, la question reste posée. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour Rodrigo, c'est que vérification faite, Runkeeper est disponible sur Windows Phone. Waouh. Il y a plus de raison. Donc, Rodrigo, t'es obligé là. Alors, le seul bémol, le prix, c'est 500 € sans abonnement. La capacité de mémoire, c'est 16 Go. Par contre, il n'y a pas de double cœur. Alors, où la plupart des fabricants switchent sur du double cœur. Alors, le monde Windows Phone reste sur du simple cœur. Étonnant. Ça arrivera. Clairement, aujourd'hui, l'OS ne le prend pas en charge. Microsoft a d'ores et déjà indiqué qu'à l'avenir ça sera pris en charge. Honnêtement, je suis pas sûr, cela dit, que quand on va à la Fnac pour acheter un smartphone, on dit je veux un smartphone double cœur. Oui, c'est une fonctionnalité qu'il faut avoir et c'est une checklist que pour l'instant Microsoft n'a pas. Ils l'auront prochainement. Maintenant, au quotidien, l'interface Windows Phone là, sur ce Nokia et d'ailleurs sur les autres smartphones que j'ai pu essayer en Windows Phone et notamment le HTC Titan, elle est extrêmement fluide et réactive et je me suis pas dit ouh là là, il manque un double cœur. C'est très fluide Windows Phone. Donc voilà. En clair, Julien, pour toi, il n'est pas trop tard pour Nokia, ils peuvent revenir dans la course, vraiment. Honnêtement, je pense que Nokia a de très très bons arguments. Il faudra juste qu'ils soient réactifs et qu'ils tombent pas dans certaines vicissitudes du monde Microsoft où parfois pour une mise à jour ou etc. on peut attendre des mois avant qu'elle arrive. Et ça c'est un point crucial parce qu'ils ont besoin d'être réactifs tellement ils ont du retard. Ils peuvent pas se permettre d'attendre 6 mois, 9 mois pour déployer un simple patch finalement sur un OS quoi. Alors, Monsieur X, tu le disais en début d'émission, peut-être qu'il y aurait une étape encore supplémentaire pour Nokia, ce serait un mariage pur et simple avec Microsoft, parce que c'est quand même étonnant qu'ils ne choisissent qu'un système d'exploitation. Par exemple, Samsung a plusieurs fusils, je ne sais plus comment il était moi. Corde à son arc. Possible. Voilà, corde à son arc, merci, il est fatigué, il est tard. Oui, est-ce que vous pensez que la prochaine étape, justement, ce serait un rachat ou une fusion de Nokia avec Microsoft? Si on regarde par la petite porte qui est le marketing produit, entre guillemets, oui, c'est évident que ça serait une très très bonne solution. Ça permettrait certainement à Microsoft et Nokia d'aller plus vite ensemble. Maintenant, la question, elle se pose rarement en termes de marketing produit, elle est plutôt au niveau... finance, stratégie industrielle, etc., etc. Et là, je ne sais pas où je n'arrive pas à imaginer une fusion des deux, même si au niveau produit, elle paraît une bonne opportunité. Il faut se rappeler des méga fusions dans le passé dans ce secteur, type Compaq et HP. On dit souvent que 1 + 1 égale pas 3 en fait, donc il n'y a pas vraiment de synergie, mais que ça fait plutôt 0,8 ou 0,9. Rodrigo devrait avoir certainement un avis motivé là-dessus. Donc ce qui est évident au niveau produit, il n'est pas forcément au niveau industriel. Faut aussi rappeler que Microsoft est une boîte américaine, que Nokia est une boîte européenne, et que autant Nokia a une présence, un historique fort en Europe, autant aux États-Unis, Nokia c'est presque inconnu. Donc ils ont tout un travail à faire encore aux États-Unis justement pour développer la marque Nokia et pour développer les smartphones Windows Phone sous Nokia. Donc sur ce point précis, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens pour Microsoft de racheter totalement Nokia. Maintenant, c'est pas exclu, même si je suis pas convaincu que Microsoft ait envie de vendre des produits finis autres que des consoles finalement. Messieurs, il est l'heure de passer aux questions Twitter. Question Twitter ce soir, celle d'EvSum. C'est à propos du Mac Pro. Un avis, messieurs, sur l'éventuel abandon du Mac Pro, l'ordinateur en tour d'Apple, autant dire l'abandon de l'ordinateur chez Apple pour bosser. Votre avis, rapidement? On a des chiffres. L'ordinateur, donc la division historique d'Apple depuis 30 ans, représentait plus que 20% du chiffre d'affaires. Ça a augmenté de 1 ou 2 points au dernier quarter, mais c'est tiré par la vente des laptops et en particulier des MacBook Air. Donc ils ne doivent pas vendre des masses en fait d'ordinateurs de bureau, ça ne représente plus grand chose chez eux. Maintenant qu'ils l'arrêtent, ça serait dommage parce qu'il y avait tout un écosystème historique des graphistes qui avaient besoin d'un petit peu de puissance, de traitement de l'image, qui était un petit peu l'ADN d'Apple. L'iMac permet de le faire. Ouais, mais pour le traitement de la vidéo, etc. C'est plus des ordinateurs de bureau, c'est des stations de travail aujourd'hui. J'enregistre sur un Mac Pro 1,1, si vous regardez dans les bases, donc c'est janvier 2007. J'étais presque prêt à changer là. C'est dommage qu'il l'arrête. Monsieur X, on le pressent qu'Apple tout doucement se désengage du marché des pros, quoi. C'est pas sûr parce qu'il y a des gens qui ont quand même vraiment besoin encore
de puissance brute et qui sont pas forcément des hardcore gamers qui jouent à des MMORPG Seconde Guerre mondiale sur PC, donc qui font de la créa. N'est-ce pas, Julien? Notamment pour le traitement de la vidéo HD. Donc moi je connais encore des gens qui se sont payés dans l'année, là, en 2011, des configs à 5 000 € nus, puis qui sont allés s'acheter des barrettes mémoire à droite à gauche, et puis surtout du stockage. Mais cette niche, elle est de plus en plus restreinte. Ça concerne un cœur de fidèles qui sont souvent des indépendants, des freelances ou des sociétés de pré-production. Est-ce que Apple va les garder? Financièrement, pour eux, ça représente absolument plus rien. Et en termes d'image, je crois malheureusement que ça ne tire plus du tout l'image d'Apple. Donc moi, j'ai vraiment un peu peur, même si le besoin est encore là. Et j'ai peur que ça nous fasse un Mac Pro dans la longue lignée de Sheik, qui était ce logiciel d'effets spéciaux racheté par Apple, qui avait servi à faire Le Seigneur des Anneaux, qui a été lourdé. Et puis on a vu Xserve, et puis on a vu le stockage, et toute la chaîne professionnelle dégringoler. Faites le test, allez dans un Apple Store aujourd'hui, essayez de demander une démo de Mac Pro, et il y en aura peut-être un, et s'il y a quelqu'un de compétent pour vous renseigner et qui lit pas la fiche comme si c'était un fer à repasser chez Darty, vous aurez de la chance. Bien messieurs, on passe à vos coups de cœur. Alors les coups de cœur cette semaine avec pour commencer Cédric Ingres. C'est une appli, bah oui. Mais c'est important et on parlait des applis tout à l'heure et des différentes plateformes, etc. Maintenant, j'ai un goût prononcé pour les applis multiplateformes. Je suis très énervé, moi, par le BBM chez BlackBerry, le messaging sur iOS, les malins. Moi, je suis plutôt WhatsApp, par exemple, parce que voilà, enfin, une appli de chat qui marche sur toutes les plateformes et qui marche remarquablement bien. Mais ce n'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur, il est français cette semaine. C'est Food Reporter. Food Reporter, c'est une de ces applis avec lesquelles des gens comme Rodrigo, comme moi, etc., comme d'autres amis, Rotabé, si tu nous écoutes, prennent des photos de tout ce qu'ils mangent et le publient, etc. Mais ça, il y en avait plein d'autres. Il y avait FeedMe, il y en a plein. Sinon que Food Reporter a évolué parce que d'abord, les gens l'utilisaient pour aller au resto et dire regardez la côte de bœuf qu'elle est belle, donc très bien. Et il y en a d'autres qui se sont mis à prendre en photo les plats qu'ils faisaient chez eux. Regardez mon cheesecake, qu'il est beau. Et je trouve ça vachement sympa et créatif. Et surtout, j'ai eu la chance hier de participer à un pique-nique Food Reporter. C'est-à-dire que ces gens maintenant se retrouvent dans la vraie vie et chacun apporte son plat comme dans un pique-nique. Et ça permet de trouver d'autres foodies, des fous de bouffe et tout ça, et de discuter de bouffe les uns chez les autres tout le temps. Moi, je trouve ça remarquable. De faire du réseau social dans la vraie vie aussi, c'est bien aussi. Je veux pas faire vieux con quand je dis ça, mais bon, surtout pour la bouffe, parce que la bouffe, ça se sent, ça se goûte, etc. J'ai mangé des trucs hier, oh là là là, du cheesecake au gorgonzola, des machins au crabe à tomber. Voilà, j'ai trouvé ça éminemment sympathique, et tout ça part de Food Reporter, qui existe évidemment sur iOS, mais aussi depuis hier sur Android, comme disait l'autre, c'est bon, mangez-en. Julien, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur ne sera pas Windows Phone, pour une fois, même si le petit dernier de Nokia est très séduisant, mais je l'ai reçu seulement ce matin, donc c'est encore un tout petit peu tôt pour un vrai coup de cœur. Par contre, mon coup de cœur aujourd'hui va concerner tous ceux d'entre vous qui ne sont pas des Mac addicts, puisqu'il va aller à l'Asus ZenBook, qui est donc un ultrabook, la nouvelle catégorie portable ça va pas. mis en avant. Alors, mais attendez. Et je vais parler d'un PC. Je vais parler d'un PC. Et je vais parler de ce PC en particulier parce que le ZenBook, c'est le premier PC qui peut tenir la comparaison versus un MacBook Air. J'ai cru que tu allais me dire qu'il pour caler mon armoire. En termes de finesse, en termes de légèreté, et en plus, non seulement vous avez du Core i7, non seulement vous avez du Core i5, non seulement vous avez du SSD, mais en plus vous avez de l'USB 3. Rendez-vous compte? Non. Si. Ça c'est bien. Et c'est bien. Pour un budget, ça me saoule. Pour un budget tout à fait raisonnable, puisque vous avez un premier prix à un tout petit peu plus de 900 €, qui peut monter jusqu'à 1400 € avec du Core i7 tout équipé. Et en termes de taille d'écran, c'est comme le MacBook Air du 13? Ça doit être du 13 de tête. 13. En tout cas, la finition est juste excellente. Et pour un fabricant d'ordinateurs portables asiatiques, ce qui n'est pas péjoratif, le niveau de finition proposé par Asus est étonnamment bon, et voire très très bon. Donc je le conseille chaudement, et j'ai un vrai coup de cœur pour ce PC. Voilà. Ouais, et puis on peut installer macOS après tout. Si on veut, on peut. On va faire un Hackintosh. Un Hackintosh, ouais. Ouais, bien sûr. Monsieur X, ton coup de cœur. Alors moi, je suis un peu sur la même tonalité que
Rodrigo et Cédric, je suis plutôt dans l'humain aujourd'hui. On parle de produits, de techno merveilleuses qui vont être notre futur là, depuis 79 épisodes. Et on oublie quand même que le business, ça reste avant tout du service. Et qui dit service dit personne. Donc mon coup de cœur, c'est tout simplement le Genius Bar de l'Apple Store de Vélizy 2. Je leur fais un coucou et je les remercie encore. Il faut que tu le dises au Vélizy 2, parce que moi, tu sais... écoute, moi j'ai réparé ma machine les derniers jours là-bas. D'accord. Ouais. J'ai eu un service absolument parfait. Ouais, mais ça c'est parce que t'es arrivé en disant bonjour, je suis Monsieur X. Est-ce que tu avais amené ta mire avec toi? Tu sais, ta photo de ça, vous reconnaissez? Donc j'ai eu vraiment un très très bon accueil, un très très bon service en termes de réparation. C'est un garçon ou une fille, Monsieur X? Des garçons en l'occurrence. Un suivi téléphonique pour me dire où en était ma réparation. Parfait, enfin vraiment 10 sur 10. Le mauvais côté de tout ça, et c'est mon coup de gueule qui va avec, c'est que Apple est Vélizy 2. Je vais pas m'en sortir. Mais t'as raison, c'est le mauvais côté déjà ça, surtout à 10h du matin. Donc le mauvais côté de ça, c'est que Apple est victime de son succès. Apple vend énormément de produits à des gens qui ne sont pas familiers forcément de la marque Apple. Et vous vous pointez comme moi à Vélizy 2, vous pouvez faire le test à 10h du matin n'importe quel jour de la semaine. À 10h, il y a la queue pour aller au Genius Bar, pour faire réparer votre machine, pour demander un renseignement, pour faire n'importe quoi. Ce qui fait que quand vous arrivez maintenant au Genius Bar, vous devez vous présenter à quelqu'un qui vous dit on va prendre rendez-vous ensemble, et vous n'avez pas de rendez-vous avant 4 ou 5 jours ouvrés, ce qui, avec le week-end pour moi, a été synonyme d'une semaine. Donc quand on a son MacBook qui est cassé avec ses données dedans, c'est quand même un peu chiant de s'entendre dire « il va falloir revenir dans 7 jours ». Et ça, c'est pas la faute du Genius Bar, c'est la faute des patrons d'Apple qui viennent de prendre 60 millions de dollars en actions et qui ont des Genius Bar qui sont maintenant totalement sous-dimensionnés pour le nombre de clients Apple. Il faut qu'ils fassent quelque chose vite, parce que moi j'ai commencé à avoir du mécontentement dans ces magasins-là, où les gens repartent en colère en disant « je viens de vous acheter une machine à 1500 € et vous me dites de repasser dans 5 jours pour pouvoir répondre à ma question », c'est juste pas acceptable. Et là, on est un peu au point de rupture. Donc big up aux employés. Et puis, Tim, si tu nous écoutes, bien sûr, regarde ça, parce que mais ils ont qu'à acheter de l'Apple Care, ces gens-là, à 300 €. Hein. Mais même avec de l'Apple Care, c'était mon cas, j'avais un Apple Care 3 ans. Mais il me semble que le Genius Bar, c'est exclusivement sur rendez-vous, de toute façon. Ah oui, mais tu pourras avoir un rendez-vous dans la journée, pas dans 5 jours quand même. Ouais, et puis si tu fais l'effort de te déplacer, il devrait y avoir une queue particulière. Alors je sais qu'il y a une réponse aux États-Unis qui est tu vas repayer un truc à 99 $ en plus qui te permet d'avoir un espèce de coupe-fil ou un guichet Genius Bar Pro comme il y a la Poste Pro, mais c'est déjà saturé. Donc faites quelque chose, dimensionnez votre Genius Bar, c'est-à-dire vos supports. Hein. Le Genius Bar, c'est du SAV avec le nombre de produits que vous vendez ou vous allez dans le mur. Et vos employés sont stressés en plus. Rodrigo, ton coup de cœur aujourd'hui? Alors je profite cette semaine de nos amis de Clubic pour être très œcuménique. Oh, ça rime là. C'est beau. Ah, c'est beau. Et on peut en faire plein des rimes comme ça. Eh bien, je vais vous parler d'une petite appli iPad qui est arrivée comme si de rien n'était sur mon iPad et qui est très sympa. Elle s'appelle Distro, vous connaissez? Non, c'est quoi? Distro, c'est une petite appli standalone, donc qui vit toute seule, qui ressemble à un flipboard et qui est éditée toutes les semaines par Engadget, donc je parle de la concurrence, et qui vous fait un petit magazine des meilleurs articles techno de la semaine pour les geeks, sur une version très sympathique qui se met à jour tout seul, tout ça, c'est vachement bien. Pour une fois, j'ai pas un coup de cœur, mais j'ai un coup de gueule. Alors, j'ai la chance d'avoir le dernier iPhone. C'est l'iPhone 4S. Donc, quand j'ai commencé cette émission, il y a à peu près 50 minutes, j'avais 100% de batterie. Je suis en mode avion Wi-Fi. Je vous laisse regarder le niveau de batterie qu'il y a maintenant. Vous arrivez à lire ou pas? 75. Vache, t'as perdu un quart de batterie en 1 heure? En Wi-Fi, en mode avion? Voilà. Et comme t'as trouvé la solution, coupe le Wi-Fi, mon vieux. Éteins-le, mets-le dans un tiroir, la batterie va être remarquable. Alors, Olivier, est-ce que tu es sûr que tu tiens bien l'iPhone 4S? Parce que c'est peut-être la façon dont tu le tiens.
Alors, évidemment, l'écran est resté allumé pendant 1 heure. C'est pour ça que la batterie a fondu. Mais c'est quand même pas beaucoup. En termes de durée de vie de batterie, moi, j'ai du mal à tenir la journée. C'est de l'ordre de 5 à 6 heures. Il y a un vrai problème, un vrai bug sur certains modèles d'iPhone 4S, pas tous. Je ne sais pas si c'est ton cas, monsieur X. Moi, j'ai de vrais soucis. J'ai désactivé vous savez, le système de géolocalisation également, mais ça ne fait rien. Ça n'a rien fait. Donc, on attend avec impatience la mise à jour. Mais pour un modèle qui se veut quand même une évolution de modèle précédent où il n'y a pas de révolution et qui a d'autant de problèmes d'autonomie, c'est assez déconcertant. Et c'est de la part d'une marque d'Apple, et vu le prix de l'engin, c'est carrément inacceptable. Monsieur X, tu as le même souci ? Ouais, j'ai le même souci. Maintenant, il n'y a que 2 solutions pour avoir une vie de batterie à peu près potable, on va dire. Achète-toi Windows Phone 7.5. Exactement. Avec un Windows Phone 7.5 dans la poche, t'as pas de souci. Et un bon Nokia. Allez au Genius Bar. Je demande de vous arrêter, monsieur Jeanne. Non, c'est diminuer la luminosité de votre écran à 60%. Non mais... non mais ça c'est des réponses à la Apple, faut arrêter. Il a travaillé pendant 10 ans chez Apple, attends. Et puis couper le Wi-Fi quand vous en avez pas besoin, en attendant la nouvelle version du firmware, donc la 5.01. Et bonne nouvelle, au moment où on parle, il y a un certain nombre d'utilisateurs finaux qui sont les utilisateurs de test qui viennent de la recevoir, donc ça ne devrait plus tarder. Je pense qu'on pourra sincèrement juger de la longévité réelle de la batterie avec cette update la semaine prochaine. Ça sera très intéressant parce que si on en reste là, c'est pas bon. Merci messieurs d'avoir participé à ce 79e épisode de Refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans Plein Écran. Qu'est-ce qu'il y a au menu, Cédric, ce samedi dans Plein Écran ? Au menu, il y a des réseaux sociaux inhabituels dans Plein Écran cette semaine, comme d'ailleurs Food Reporter, et un autre qui s'appelle Plémi, qui est un truc pour une sorte de réseau social qui se montrait autour des concerts pour aider les jeunes artistes. Bah, attends, tu me poses une question, tu vas pas te mettre à ronfler. Non, réfléchis, Plémi, ça veut dire joue avec moi. D'accord. Non, ça veut dire joue-moi, P-L-E-M-I, voilà. C'est encore pire. Vous retrouvez Julien tous les jours sur Clubic et une semaine sur 2 dans Refait le Mac, ou presque quand il y participe. Monsieur X, vous le trouvez chaque semaine dans sa cuisine, et Rodrigo, et puis bien sûr Monsieur X sur Twitter, un trou Mister X, n'oubliez pas. Rodrigo, vous le retrouvez partout en ce moment, c'est impressionnant. Messieurs, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.